Bon, bien bonjour. Je suis contente de vous présenter aujourd'hui le diagnostic des besoins et des jeunes de la communauté de la MRC Rimouski-Neigette en prévision de la planification stratégique intégrée 2017-2020 de Cosmos Rimouski-Neigette. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de présenter le diagnostic qui a été réalisé depuis l'automne 2015 auprès des partenaires de toute notre communauté. Donc, des partenaires du secteur de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de l'emploi et du milieu communautaire. Le but aussi, c'est de vous outiller en prévision de notre assemblée de partenaires qui aura lieu le 16 novembre prochain. Donc, de donner la chance de participer à un exercice réellement démocratique où est-ce que vous aurez eu la chance d'avoir accès aux données qu'on va utiliser lors de l'assemblée de façon un petit peu avant la rencontre, finalement. De développer ensemble, finalement, une vision commune et globale des besoins des jeunes de notre territoire, puis de vous expliquer brièvement les suites de la démarche de planification stratégique intégrée. Donc, premièrement, ce qu'on voulait voir avec vous au niveau de l'équipe Cosmos et des partenaires, c'est la méthodologie qu'on a utilisée pour réaliser notre état de situation locale, des besoins des jeunes et des familles. Donc, c'est un processus qui a débuté à l'automne 2015, puis où est-ce que dans un processus de planification stratégique intégré, on a 3 phases, une phase de planification, une phase de mise en œuvre et une phase d'évaluation. Actuellement, on est dans la phase de planification. Donc, on a réalisé une collecte de données où est-ce qu'on a amassé environ 250, on a accumulé à peu près 250 constats sur les besoins des jeunes et des familles, donc de 0 à 30 ans et des parents, de la communauté de la MRC Rimouski-Neigette. On a collecté ces données-là à partir des plans d'action de nos comités thématiques Cosmos, donc des comités petite enfance, saine habitude de vie, persévérance scolaire et insertion socio-professionnelle, puis aussi à partir de nos rencontres de concertation. On s'est appuyé aussi sur des statistiques, des études et des plans d'action nationaux, puis de données issues de la recherche. Évidemment, on a priorisé les constats qui étaient les plus parlants dans notre communauté, puis on a validé certaines de ces données-là à partir d'éléments plus nationaux ou issus de la recherche. Afin d'analyser ces données-là, on a réalisé différentes étapes. La première a été de catégoriser les données. Donc, comme je vous disais, on a eu à peu près 250 constats au total. Bien évidemment, on ne pourra pas s'attaquer à l'ensemble de ces problématiques-là, des problématiques qu'ils représentent. Toutefois, on a catégorisé les données recueillies selon les différents cadres d'analyse utilisés dans Cosmos. Donc, on sait que nos différents comités thématiques que je viens de nommer travaillent avec différents cadres d'analyse. Donc, on a regroupé ces données-là selon l'approche écosystémique, selon les tranches d'âge utilisées dans Cosmos, qui sont généralement 0,5 ans, 5 à 12 ans, 12-16 ans et 16-30 ans. Selon les environnements, donc quand on parle d'environnement physique, socio, culturel, politique, selon les enjeux qui sont traités dans Cosmos ou d'autres enjeux qui sont près des préoccupations de nos partenaires. Donc, on parle d'entrée scolaire réussie, de persévérance scolaire, d'intégration sociale et professionnelle, de saines habitudes de vie. Et aussi selon les parcours de vie. Comme Cosmos est une approche qui s'inscrit dans une vision d'une continuité dans le parcours de vie des jeunes de 0 à 30 ans et même de la conception jusqu'à l'âge adulte, si on peut dire. Donc, on a aussi catégorisé les données selon cette approche-là. Ce qui a été fait par la suite pour, si vous voulez, élaguer le nombre de constats, les rassembler, on a réalisé une première assemblée, un premier grand rassemblement de partenaires qui a eu lieu le 17 mars 2016, où il y a eu un grand exercice de priorisation. Donc, de 250 constats à cette assemblée, on est passé à peu près une cinquantaine de constats. Il y a aussi des échanges en sous-groupes qui ont été réalisés à ce moment-là, qui nous ont permis d'apporter des éléments d'analyse importants par rapport aux constats qui avaient été sélectionnés, parce que les partenaires faisaient eux-mêmes finalement les liens entre les différents constats, donc nous permettaient d'avoir une analyse un peu plus poussée des liens entre ces problématiques, des problématiques vécues sur notre territoire. Puis finalement, on a intégré certaines données manquantes. À la dernière assemblée de partenaires, par exemple, il y avait peu de représentants du secteur scolaire, du secteur de l'insertion. Donc, on a intégré plusieurs données qui étaient manquantes dans le portrait. Puis, finalement, on a réalisé dernièrement une validation de ce portrait diagnostique
auprès de l'ensemble des partenaires des comités thématiques. Essentiellement, on a organisé une rencontre le 28 octobre dernier où l'ensemble des partenaires Cosmos qui siègent sur le comité local de coordination et les comités thématiques ont été invités. Ça a été l'occasion de présenter ce qui avait été réalisé jusqu'à maintenant et de bonifier, d'apporter des petits correctifs. Mais dans l'ensemble, cette journée de réflexion-là nous a permis de voir qu'on était vraiment sur la bonne route, que notre processus d'état de situation portait vraiment fruit, qu'on était dans l'entonnoir qu'on voulait avoir. Donc, on est parti de nos 250 constats, puis on est rendu à moins de constats. Pour vous faire un tour d'horizon des éléments avec lesquels on va travailler à partir de maintenant, qui représentent dans le fond l'ensemble du processus vécu depuis un an dans Cosmos, on se retrouve avec 4 grandes catégories ou 4 priorités qui sont la pauvreté et les inégalités sociales, la santé globale, le parcours social et relationnel et le parcours social, scolaire et professionnel, pardon. Donc, on voit qu'on est proche des enjeux qui sont travaillés là, depuis toujours dans Cosmos, les enjeux de pauvreté, de santé, saines habitudes de vie, le développement psychosocial et le parcours social, scolaire et professionnel. Donc, dans ces 4 grandes priorités-là qui ressortent jusqu'à maintenant, on a quelques éléments qui, si vous voulez, aujourd'hui, on vous les présente sous forme d'objectifs. On les a libellés selon une formulation d'objectifs. Donc, ces éléments-là qui sont ressortis jusqu'à maintenant dans le processus vous sont présentés de cette façon-là pour qu'on voit bien la progression. Dans le fond, on est dans un processus de planification stratégique. Donc, on a vraiment un plan d'action qu'il faut constituer, qui va être déposé en mars 2017. Puis, on se retrouve pour l'Assemblée des partenaires du 16 novembre qui s'en vient, avec donc une douzaine d'objectifs libellés. Dans le fond, on a les éléments qui concernent plus le contexte dans lequel les jeunes et les familles évoluent, où est-ce que l'idée d'avoir une préoccupation importante pour la pauvreté et les inégalités sociales ressort. On va parler dans cette catégorie-là des disparités rurales urbaines, de la pauvreté en tant que telle et des inégalités sociales et de santé, des préjugés envers la pauvreté et la santé mentale, l'impact que ça a dans la vie des jeunes et des familles, puis finalement de l'accès et de la continuité entre les services offerts. Au niveau de la santé globale, on s'intéresse au mode de vie physiquement actif, à la saine alimentation pour tous, qui, dans le fond, rassemble les éléments de sécurité alimentaire et de saine alimentation, les éléments qui concernent la santé mentale, qui est une problématique qui touche beaucoup de jeunes et qui préoccupe nos partenaires grandement, puis ce qui concerne les conduites et comportements à risque. Au niveau du parcours social et relationnel, on s'intéresse aux constats qui concernent le réseau de soutien, autant des parents que des jeunes, de la vie familiale. Donc, comment se vit la vie familiale au quotidien, quels sont les enjeux qui sont rencontrés par les familles, le développement socio-affectif des enfants et l'autocontrôle et les conduites sociales. Au niveau du parcours scolaire et professionnel, on parle des transitions, donc entre la famille, le service de garde, le primaire, le secondaire et le passage à la vie adulte, donc d'accompagner davantage les transitions. On parle de réussite éducative et de persévérance scolaire et d'intégration sociale et professionnelle. L'exercice qui a été réalisé le 28 octobre dernier pour valider l'ensemble de ces données-là auprès de nos partenaires a permis d'identifier que selon les âges, les enjeux, les problématiques, les obstacles rencontrés ne se présentaient pas de la même façon. Donc, dans ce que je viens de vous présenter, par exemple, si on regarde la santé globale, les partenaires qui étaient présents ont eu la chance de se questionner sur comment les différents éléments qui étaient présents au niveau de la santé globale se présentaient selon les différentes tranches d'âge, ce qui va pouvoir nous donner des indices futurs quand on va arriver à définir des stratégies d'action, par exemple, auprès de différentes clientèles. Pour vous montrer, par exemple, une suite logique là, qui a été évoquée là, au niveau de la rencontre du 28 octobre dernier. Au niveau de la santé globale, bien, on constate qu'au niveau de la petite enfance, du 0-5 ans, c'est très important d'entourer les parents, favoriser une bonne santé mentale chez les parents, puis d'instaurer de bonnes habitudes alimentaires, un accès à l'alimentation qui est adéquat pour les jeunes. Chez les 5 à 12 ans, on voit qu'il y a une prédominance là, de l'importance accordée par nos partenaires au développement d'un mode de vie physiquement actif et on continue avec la saine alimentation. Chez les 12 à 16 ans,
on commence à avoir des problématiques au niveau des conduites et comportements à risque, donc c'est important de s'attaquer à ça, puis de s'occuper de la santé mentale de nos jeunes. Puis finalement, au niveau du 16-30 ans, bien, nos partenaires qui sont au niveau de cette tranche d'âge-là nous évoquent l'importance à accorder aux problématiques de santé mentale qui sont de plus en plus importantes et qui arrivent de plus en plus tôt dans la vie des jeunes. Finalement, on s'attaque aussi aux conduites et comportements à risque. Donc ici, ce n'est pas quelque chose qui est figé, qui est final. Par contre, le fait que nos partenaires aient pu donner un peu un ordre d'importance aux différentes problématiques, on voit qu'au niveau de la santé globale, on peut agir comme communauté auprès des jeunes et des familles. Dans une perspective intégrée, on pourra le faire de façon cohérente selon les publics cibles. Maintenant, je vais vous présenter un peu les éléments d'analyse qui ressortent pour chacune des grandes priorités. Donc, pauvreté, inégalité sociale, santé globale, parcours social et relationnel et parcours scolaire et professionnel. Puis, je vais vous présenter la façon dont les objectifs ont été libellés, de même que les cibles d'action pour chacune de ces priorités-là, dont on pourra discuter à l'Assemblée des partenaires du 16 novembre. Donc, dans un premier temps, je vous présente les éléments d'analyse pour pauvreté et inégalité sociale. Donc, dans notre communauté, on note un fort sentiment d'appartenance à la communauté dans la MRC Rimouski-Neigette. Donc, on a un bon capital communautaire dans notre communauté. On note toutefois un sentiment d'essoufflement dans tous les secteurs d'intervention qui sont en adaptation constante là, depuis, parce qu'il y a eu des réorganisations là, dans la plupart des services des secteurs d'intervention, qu'on parle de santé, d'éducation, d'emploi, que dans le communautaire. Donc, tous nos intervenants, tous nos partenaires vivent une période d'adaptation qui a un impact sur leur capacité à s'adapter encore davantage. Donc, il va falloir tenir compte de ça dans la capacité de mise en œuvre, de la capacité d'action de notre communauté. On note un alourdissement des problématiques des jeunes, comme je vous disais tout à l'heure, qui arrivent plus tôt, puis de façon plus importante dans la vie des jeunes. Puis aussi le principe de comorbidité, où est-ce qu'on a des problématiques multiples ou multicroisées qui augmentent le niveau de difficulté d'intervention auprès des jeunes, ce qui demande aussi des interventions davantage intersectorielles parce qu'on note des influences entre les problématiques vécues. Au niveau de l'offre de services entre le milieu rural et urbain, dans plusieurs secteurs, là, que ce soit au niveau de l'offre d'activité physique ou de l'accès à une saine alimentation, par exemple, pour n'en nommer que quelques-uns, bien, on note une disparité dans l'offre de services entre Rimouski, le centre urbain, et la ruralité. C'est des choses dont il faudra prendre en compte dans le développement de nos stratégies et de nos actions. On note que la population rurale doit se déplacer davantage pour avoir accès aux services, dans le même ordre d'idée, et pour s'intégrer au sens large, puis que le transport est donc un important facteur d'intégration sociale et professionnelle pour les populations qui sont en milieu rural, donc l'accès à des services de transport. L'ensemble des partenaires exprime l'importance d'agir en prévention, qui est un principe là, porteur dans Cosmos, qui a été beaucoup incarné par le comité Petite Enfance, puis par d'autres comités thématiques de Cosmos. Et on note aussi, dans le milieu scolaire, entre autres, qu'agir sur les transitions, donc accompagner davantage les transitions, permet de diminuer l'anxiété en milieu scolaire et ailleurs, puis de favoriser des transitions plus fluides, qui se vivent mieux chez les jeunes et chez les parents. Finalement, plusieurs secteurs d'intervention expriment le désir d'établir des passerelles de services plus formelles afin d'assurer une meilleure continuité entre les services et de mieux répondre aux besoins de la population. C'est entre autres le cas au niveau des jeunes de 16 à 30 ans entre la santé et le milieu scolaire, entre la santé et le milieu de l'emploi. Donc, voilà les éléments d'analyse. Maintenant, je vous présente les objectifs généraux. Donc, finalement, comment on a libellé les objectifs en fonction de ce qui ressortait jusqu'à maintenant. Vous voyez dans le tableau qui est présenté, c'est le même tableau qu'on va utiliser pour le dépôt de notre plan d'action stratégique 2017-2020. Donc, vous voyez qu'on a 4 objectifs généraux jusqu'à maintenant, puis différentes cibles d'action. Je tiens à porter à votre attention que les cibles d'action qui se trouvent à côté, c'est sur ces éléments-là principalement qu'on va travailler le 16 novembre à l'Assemblée des partenaires. Et donc, c'est essentiellement les éléments qui ont été priorisés lors de la rencontre de la première Assemblée de partenaires le 17 mars dernier. Donc, au niveau des objectifs généraux concernant notre première priorité qui est la pauvreté et les inégalités sociales, on a diminué les disparités entre le milieu rural et urbain, entre les milieux ruraux et le milieu urbain. Puis, au niveau de nos cibles d'action potentielles qui pourront éventuellement être libellées sous forme de transformation souhaitée, on parle d'avoir une meilleure connaissance et réponse aux besoins des communautés rurales.
Au niveau du deuxième objectif, on parle de lutter contre les préjugés envers la pauvreté et la santé mentale. Donc, on note qu'il y a des préjugés qui nuisent à l'intégration des personnes ou au fait de juste aller requérir des services. Les préjugés associés à la pauvreté ou associés aux problèmes de santé mentale font en sorte que les gens ne vont pas vers les services ou du moins se sentent jugés des fois quand c'est nécessaire. Donc, les partenaires estiment qu'il est nécessaire de lutter contre les pauvretés envers la pauvreté et la santé mentale. Puis, identifie aussi qu'ils aimeraient favoriser l'implication des personnes concernées dans nos travaux. C'est d'ailleurs une de nos actions en cours dans le plan d'action transitoire 2016-2017 de Cosmos, où on a une action qui est destinée à favoriser l'implication des parents et des jeunes, la participation des parents et des jeunes dans la structure Cosmos. La troisième priorité, rejoindre les personnes plus vulnérables, qui a d'ailleurs été un sujet là, important dans la démarche de recherche « Aller au bord de l'exclusion » qui a été réalisée là, par l'équipe régionale de Cosmos en partenariat avec le milieu scolaire à l'UQAR. Donc, on note la nécessité d'avoir une meilleure connaissance et accès aux services, pas chez les intervenants, mais vraiment chez les personnes qui sont plus vulnérables. Puis finalement, une priorité qui est identifiée, qui est instaurer une meilleure continuité de service favorisant l'intégration globale des jeunes de la petite enfance à l'âge adulte. Donc finalement, c'est une préoccupation qui est là depuis les tout débuts là, dans Cosmos, vous le savez, d'avoir une meilleure continuité de service, donc entre les secteurs d'intervention dans les organisations mêmes, mais aussi entre les organisations, puis dans les moments de transition. Donc, quand le jeune passe du primaire au secondaire, mais s'assurer qu'il y a une bonne continuité de service, même chose quand il passe du secondaire au milieu des études avancées ou de l'emploi. Donc, on note aussi l'importance d'avoir des corridors de services en santé mentale, problématique qui est de plus en plus importante chez les jeunes. Puis finalement, comme c'était mentionné dans l'analyse, on note un certain essoufflement dans les secteurs d'intervention. Donc, dans la capacité de prise en charge, ça pourra peut-être être l'objet là, de préoccupations ou de stratégies d'action, voir comment on développe nos stratégies en fonction de ça. On va donc y aller avec la deuxième priorité, qui concerne la santé globale. Au niveau des éléments d'analyse importants qui ressortent et qui ont été priorisés depuis un an par nos partenaires, on note une augmentation considérable de l'embonpoint, l'utilisation des TI, qui sont les technologies de l'information, donc on parle là, des écrans, entre autres, toute la question du temps écran. Donc, l'utilisation des TI pour pallier au manque de temps des parents aurait un impact sur les habitudes de vie des jeunes. Donc, on noterait un impact sur l'activité des jeunes, le contexte des repas qui peut se passer des fois devant les écrans et qui aurait un impact aussi sur la relation parent-enfant. C'est une préoccupation de nos partenaires. On note un manque d'offres d'activité physique pour les 0-5 ans, mais encore plus spécifiquement pour les 0-3 ans. Puis, finalement, les disparités dans l'offre de services entre le milieu rural et urbain au niveau, comme je le disais plus tôt, de l'offre d'activité physique et de la sécurité alimentaire est importante. On note aussi une augmentation de l'activité physique organisée au détriment du jeu libre. Donc, les jeunes se dirigent davantage vers des activités physiques organisées avec un animateur, un coach, etc., au détriment du jeu libre, qui est une composante importante dans le développement des jeunes. On note une perte de savoir alimentaire et culinaire, des problèmes d'accès à la nourriture en quantité et en qualité suffisante, puis finalement, une hausse importante des problèmes de santé mentale, je l'ai déjà nommé, et une anxiété vécue chez les jeunes de plus en plus tôt, donc même au primaire, liée à l'hyperstimulation, l'insécurité et le stress de performance. Donc, comment ces préoccupations-là pour la santé globale se traduisent en objectifs généraux? Vous le constatez dans le deuxième tableau qui vous est présenté. On parle donc d'encourager l'adoption d'un mode de vie physiquement actif. On parle de l'offre de services pour les 0-5 ans au niveau des cibles d'action, de l'accès à la pratique d'activités physiques organisées pour les jeunes en milieu rural et du jeu libre actif. Deuxième objectif, développer une saine alimentation pour tous sur l'ensemble du territoire. Donc, on parle d'accès à la nourriture en quantité et en qualité, de développement du savoir-faire alimentaire et culinaire et de travailler à avoir un meilleur contexte de repas qui favorise, entre autres, la connaissance d'un contrôle de la satiété. Finalement, on parle d'améliorer le bien-être psychologique des jeunes et de leurs parents. Donc, leur santé, leur bien-être passe aussi par le bien-être de leurs parents.
On parle d'améliorer, donc, de travailler sur l'anxiété, le stress et le surmenage des parents, la hausse des problèmes de santé mentale et la capacité de prise en charge du milieu, puis des troubles alimentaires et d'image corporelle. On parle aussi de diminuer les conduites et comportements à risque. On note donc une augmentation de l'hypersexualisation, des problèmes de drogue, alcool, tabac et la question du temps écran. La troisième priorité, parcours social et relationnel. Donc, on note finalement dans cette catégorie-là, dans cette priorité-là, que près de la moitié des signalements faits à la DPJ sont en lien avec la négligence, que le rôle de l'attachement, parfois, est à considérer davantage par rapport à d'autres problèmes psychosociaux de la petite enfance à l'âge adulte. On note plusieurs échecs scolaires et professionnels qui sont liés au savoir-être. Donc, toute la question du développement des compétences psychosociales apparaît important ici. Puis, les parents expriment un besoin de soutien et d'accompagnement après la période péri- et postnatale. Donc, on parle de soutien social, informationnel et institutionnel. La pression sociale et la surabondance d'informations sur les compétences parentales auraient un impact important sur le sentiment de compétence parentale des parents. Puis, il y aurait des liens à faire entre la disponibilité des parents, qui sont souvent sur le marché du travail tous les deux, la surprotection des enfants et le développement de l'autonomie de la connaissance de soi. Donc, on note à des stades plus avancés que l'autonomie de la connaissance de soi est problématique, puis les partenaires effectuent des liens. Puis finalement, nos partenaires notent que l'importance du rôle de l'école par rapport au développement des compétences des jeunes au niveau social de la citoyenneté favorise l'intégration au sens large. Comment ces éléments-là sont libellés? Donc, notre troisième priorité, parcours social et relationnel. On parle de mettre en place les conditions nécessaires au développement de réseaux sociaux soutenants chez les jeunes et les parents pour briser, entre autres, l'isolement des parents. On parle d'accompagner les familles dans leur gestion du temps et du stress au quotidien parce qu'ils expriment beaucoup un manque de temps et de stress, ce qui affecte leur sentiment, entre autres, de compétences parentales. On parle de favoriser le développement socio-affectif des jeunes en fonction de leur stade de développement, donc de la petite enfance à l'âge adulte, s'adresser aux problématiques liées à l'attachement, aux compétences sociales, à la maturité affective et à l'autonomie et la capacité d'adaptation. Puis finalement, développer l'autocontrôle et des conduites sociales adéquates, entre autres à ce qui a trait à l'intimidation, aux problèmes de comportement et à l'hypersexualisation et la sexualité précoce. Finalement, notre dernière priorité, le parcours scolaire et professionnel. On note, au niveau du parcours scolaire et professionnel, un manque de services en lien avec le développement du langage, principalement au niveau de la petite enfance. On note aussi une importante offre de services afin de favoriser l'éveil, le développement, le maintien du goût pour la lecture. Toutefois, il y aurait des maillages à faire entre les différents secteurs d'intervention. On note une hausse importante des diagnostics du trouble, de tout ce qui concerne le trouble du spectre de l'autisme et du TDAH. Une hausse des jeunes qui ont des plans d'intervention en milieu scolaire. Il y aurait des liens à faire entre le développement de l'autonomie, la santé mentale et les difficultés vécues lors des transitions scolaires chez les jeunes. Puis, on note une collaboration parfois difficile entre le milieu scolaire et les parents. Donc, on aura à travailler le lien école-famille-communauté. La diminution des ressources spécialisées en milieu scolaire pour les jeunes aurait un impact sur la réponse aux besoins des jeunes ayant des besoins ou des défis particuliers. Puis, le vieillissement de la population représente le principal défi au niveau du marché de l'emploi pour les années à venir au Bas-Saint-Laurent, mais au Québec, dans le Québec tout entier. On voit là, donc l'inversion de la pyramide des âges qu'on est en train de rattraper. Puis, on a donc un besoin de mobiliser les personnes sous-représentées sur le marché de l'emploi pour favoriser une intégration sociale et professionnelle durable. Finalement, bien, les partenaires, c'est quelque chose qui est tout le temps à refaire. On note un manque de continuité de service ou un désir d'une meilleure continuité de service entre les secteurs d'intervention lors des transitions scolaires et professionnelles. Donc, ces éléments d'analyse-là sont libellés selon 3 objectifs. Pour ce qui est du parcours scolaire et professionnel, donc on parle d'accompagner le jeune et ses parents lors des différentes périodes de transition, qu'on parle du passage de l'école au milieu de garde, au milieu scolaire ou au milieu du travail. Donc, au niveau des cibles d'action qui pourront peut-être éventuellement être libellés sous forme de transformation souhaitée, préparer et accompagner davantage les jeunes dans leur transition. Donc, pas juste s'assurer qu'il y ait une meilleure continuité des services, mais préparer le jeune et la famille eux-mêmes. Soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative. Donc, on parle du développement du langage,
du développement de l'éveil, du développement et du goût pour tout ce qui concerne la littératie et la numératie, du développement de la connaissance de soi qui amène à avoir un processus d'orientation fondé sur les aspirations du jeune qui favorise une intégration durable, du développement des compétences techniques et psychosociales qui sont finalement les deux considérées pour l'intégration socio-professionnelle. Dernier objectif, maximiser l'accompagnement intersectoriel vers une intégration sociale et professionnelle durable. Donc, on note un besoin d'une meilleure collaboration entre l'école, famille et communauté, puis finalement un accompagnement davantage soutenu des jeunes ayant des besoins particuliers. Donc voilà, on arrive à la fin de notre présentation qui, j'espère, vous permettra d'être bien préparé pour l'Assemblée des partenaires du 16 novembre prochain. Vous avez la chance de regarder. On veut que ce soit un exercice réellement démocratique où vous aurez la chance d'avoir ce matériel-là afin d'y réfléchir avant que nous ayons des discussions ensemble. Je vous remets un peu les prochaines étapes qui s'en viennent au niveau de la planification stratégique intégrée de Cosmos. Donc, vous voyez qu'on s'en va vers le PAS. Le PAS, c'est notre acronyme pour dire Plan d'action stratégique 2017-2020 qui sera déposé le 31 mars prochain. Les suites de notre démarche, vous voyez qu'on est encore dans l'étape 1, qui est une étape de planification importante. On a réalisé l'état de situation. On a présenté, validé le diagnostic le 28 octobre dernier, puis on est rendu donc à l'Assemblée des partenaires où, à partir des cibles d'action que je vous ai présentées, qui se situent juste à côté des objectifs généraux dans chacune des grilles, bien, nous aurons à définir collectivement des transformations souhaitées pour les jeunes et les familles de la communauté de la MRC Rimouski-Neigette. De décembre à février 2017 sera le moment de définir nos stratégies, nos choix d'action. Puis finalement, comme je vous disais, en mars, ça sera le moment de la rédaction d'une dernière validation auprès des partenaires et du dépôt de notre plan d'action stratégique qui s'opérationnalisera en juillet prochain. Donc, la deuxième étape, mise en œuvre, comme je viens de vous dire. Puis finalement, bien, il y aura une évaluation et une reddition de compte annuelle. Donc, on pourra apporter des ajustements à chaque année. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette capsule vidéo avant notre assemblée de partenaires. On espère que ça vous a permis de vous préparer adéquatement et de sentir que vous connaissez bien la démarche. Merci beaucoup.